Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 14. Nous sommes le vendredi 2 septembre 2016 et donc pour les membres plus, je réponds à leurs questions les 7 premiers jours du mois pendant 1 heure, donc avec un calendrier un petit peu différent pour que tout le monde puisse avoir accès à ces demandes à Cédric. Donc soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez, et puis bonjour à ceux qui regarderont la retransmission. Pour les personnes qui vont regarder la retransmission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccédric.fr pour vous inscrire et accéder à plus de 100 vidéos gratuites que je vous offre, un mini-guide de la sécurité et bien d'autres choses. Donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formationinformatiqueaveccédric.fr et vous pourrez ainsi regarder tout le contenu que je vous offre. Voilà, en attendant, pour les membres qui nous rejoignent aujourd'hui, bonjour à tous les membres plus, bonjour Louis-Paul, bonjour Mario, bonjour Ariane. Donc, j'avais 2-3 choses à vous dire. Eh bien, un peu concernant par rapport à hier, vous dire que j'étais un peu désolé pour le demande à Cédric d'hier. Ça a été vraiment chaotique, j'étais fatigué, il faisait très chaud, aujourd'hui il fait très chaud mais je suis un peu moins fatigué. La caméra ne fonctionnait pas, aujourd'hui elle fonctionne, je ne sais pas du tout pourquoi, j'ai pas changé de caméra, c'était la même qu'hier et aujourd'hui elle fonctionne. Alors que je me suis ennuyé à aller chercher l'autre, j'en ai 2 mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que, eh bien voilà, je suis désolé pour le demande à Cédric d'hier qui était vraiment chaotique techniquement parlant. Pour vous dire que ça fait partie de l'informatique et qu'il faut parfois l'accepter plutôt que d'essayer de tout maîtriser. On a fait avec hier, ça a été un peu moins bien que les fois précédentes, enfin j'ai trouvé. Et là, aujourd'hui, on va essayer de faire mieux, c'est le principe. Donc, quoi qu'il en soit, désolé pour hier. Ariane, il me semble que c'est vous qui m'avez posé la question concernant votre téléphone et votre imprimante. Comme il n'y avait pas beaucoup de questions, c'est vrai que j'aurais pu prendre le temps de regarder directement sur Internet. Mais pour le coup, j'ai eu une autre idée, puisque pour la saison 3, je vais réaliser donc des vidéos et une formation pour vous apprendre à rechercher sur Internet. Donc je vais avoir une partie théorique et une partie pratique. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon exercice à la fois pour moi et à la fois pour vous montrer quel est mon chemin de réflexion quand je pars de quelque chose que je ne connais pas du tout, ce qui était le cas hier, comment imprimer avec votre téléphone sur une imprimante. Et donc je vais réaliser une vidéo comme je les appelle EPAC, donc en pratique avec Cédric, et je vous expliquerai tout mon processus de recherche et on essaiera de trouver l'information. Donc Ariane, si vous voulez bien juste me redonner les informations dont vous aviez besoin, que je parte sur un cas concret. Il me semble que vous avez un téléphone Samsung et une imprimante Canon, mais si vous pouvez me donner les références exactes pour que justement ça puisse faire un premier point de départ de la recherche. Donc une fois que j'aurai ces informations-là, je vais les noter et je retournerai une vidéo que j'intégrerai à la formation bien recherchée sur Internet, enfin bien recherchée en général, et ça permettra de voir en pratique comment est-ce que je fais. Voilà, alors ça c'était pour les informations. Demande à Cédric en vidéo, donc ce qu'on est en train de faire là, Google Hangout va s'arrêter, donc on va pouvoir terminer les 7 jours du mois de septembre et au mois d'octobre, il y aura des nouvelles dispositions puisque Google Hangout s'arrête le 12 septembre 2016, donc il va falloir trouver une autre solution. Sébastien nous avait proposé quelque chose que je suis allé voir, GoToMeeting et GoToWebinar. Finalement, ça coûte entre 70 et 200 euros par mois. C'est une somme que j'ai pas forcément envie d'investir. Et donc, le remplaçant de Google Hangout, ça risque d'être YouTube Direct. Donc, je vais voir si c'est quelque chose qui est facile pour moi et auquel cas on passera sur cette plateforme si c'est facile pour vous également, bien évidemment, pour qu'on puisse continuer à avoir les questions-réponses. Voilà, je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Eh bien non, c'est à peu près tout pour le demande à Cédric numéro 13 d'hier et le début de celui-ci. Et puis, on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. J'ai vu que Ariane avait posé une première question. Donc Ariane, si vous avez la possibilité aussi de remettre donc les composants dont vous disposez, à la fois votre téléphone portable et à la fois votre imprimante, ce qui permettrait que tout fonctionne. Je vous ai pas demandé de savoir si vous entendiez bien, si vous voyez bien. Moi j'ai fait un test, ça avait l'air de fonctionner correctement. On va partir du principe que oui. De toute façon, je suis en train d'enregistrer en arrière-plan, donc à un moment ou à un autre, on aura la retransmission disponible. Allez, c'est parti. Bonjour Cédric, quelle est la liste des modules ou extensions indispensables pour Chrome? Je connais Adblock, Dashlane, Google Traducteur et Video Download Helper. Et après. Alors, Ariane, moi je dois vous dire que je ne suis pas un gros consommateur d'extensions sur Google.
tout simplement parce que plus vous allez rajouter d'extensions, plus votre navigateur va être lourd, et voilà. Si vous avez besoin de certaines fonctions, ce que vous pouvez faire, je vous montrerai là bientôt, c'est que vous avez la possibilité de regarder sur le store les applications qui sont bien notées et aussi en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que les deux modules complémentaires que j'ai installés sur mon Google Chrome, c'est Adblock, voilà, pour bloquer la publicité, notamment parce que je regardais beaucoup de vidéos YouTube et aussi parce que je me servais de YouTube pour écouter la musique, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant, parce que j'ai souscrit au service de musique de Google. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Et Dashlane évidemment pour avoir mes mots de passe et que tout se remplisse automatiquement. Donc ce sont les deux seules extensions qui sont installées sur mon Google Chrome, mais si vous souhaitez en installer, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu à quel endroit vous allez pouvoir les trouver. Je suppose que vous avez déjà regardé. Donc là, je suis sur Google Chrome et comme on peut le voir, je suis passé à la version 53 que nous avait conseillé hier Philibert. Et à partir de là, donc vous allez avoir la possibilité, il me semble que c'est dans dans paramètres peut-être, et à cet endroit là vous avez extensions. Donc ça, ce sont les extensions qui sont installées. Donc il y a celles de base, Google Doc, Google Play Music, etc. Ce sont les extensions qui sont installées de base et j'ai rajouté Adblock et Dashlane. Et si vous souhaitez avoir plus d'extensions, vous cliquez ici sur plus d'extensions, vous allez vous rendre ici sur le store et là, eh bien, vous pouvez en fonction de vos problématiques ajouter celles que vous souhaitez. Donc ensuite, vous pourrez cocher celles qui sont le mieux notées, 5 étoiles, celles qui sont gratuites par exemple, et là, eh bien, vous avez un certain nombre de choses qui sortent et voir si ça peut éventuellement vous intéresser. Cependant, évidemment, plus vous allez rajouter d'extensions, plus votre navigateur va être lourd et plus ce sera, voilà. C'est un petit peu comme les barres les toolbars qu'on installait à l'époque sur les navigateurs, ça finit par le ralentir. Donc vraiment, choisissez les extensions que vous allez installer et s'il y en a certaines que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à les désinstaller pour que votre navigateur soit toujours aussi rapide. Voilà Ariane, c'est les conseils que je peux à peu près vous donner sur les extensions. Ne les utilisant pas moi-même, je n'en ai pas vraiment à vous recommander. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est vous rendre sur Internet. Je vais repartager mon écran et pourquoi pas l'intégrer à un moment ou à un autre dans la formation. Et lorsque vous êtes sur Internet, de taper meilleure extension Chrome. Voilà. Et là, vous aurez un certain nombre de choses. Ici, le top 15 des meilleures extensions pour Google Chrome. Donc, vous avez un certain nombre de choses. Après, une fois de plus, c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin. Ça ne sert à rien d'installer des extensions. Si quelqu'un vous dit « Ah celle-là, elle est géniale, tu devrais l'installer », si c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin, honnêtement, je vous déconseille de l'installer. Sinon, ça va ralentir votre ordinateur, enfin votre Chrome, votre navigateur, pardon. Et puis après, voilà, ça... Au bout d'un moment, on se demande pourquoi tout rame et la réponse est dans le fait qu'on ait installé un petit peu beaucoup d'extensions. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette possibilité de chercher par l'intermédiaire de Google et de demander les meilleures extensions pour Chrome et faire plusieurs liens pour voir si celles qui sont recommandées en fonction d'eux. Et après, vous pouvez même en plus, si vous avez un domaine particulier, vous pouvez rajouter le domaine que vous cherchez. Par exemple, si vous voulez les meilleures extensions photographie, vous mettez meilleures extensions photographie Chrome et vous aurez pareil la liste, mais qui sera vraiment ciblée sur la photographie. Donc vous allez avoir cette possibilité. C'est toujours pareil, voilà, c'est la façon de rechercher sur Google. Mais j'en reparlerai évidemment dans la formation sur les recherches efficaces. Mais c'est un petit peu l'idée. Voilà Ariane. Alors Mario, bonsoir Cédric et bonsoir à toutes et tous, pardon. Bonsoir Mario, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui on a réussi à voir la vidéo, donc c'est plutôt incroyable, mais nous y voilà. Allez Sébastien, bonjour Cédric, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous vois et vous entends, je voudrais démonter le panneau de mon PC portable pour faire la poussière à l'intérieur, mais j'ai peur de casser quelque chose, avez-vous un conseil à me donner? Alors Sébastien, c'est une bonne question. Je dois vous avouer que
que quand je faisais du dépannage informatique, en tout cas, enfin, bonjour, bienvenue parmi nous et merci pour le lien d'hier. Je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai dit que j'étais allé voir, mais c'est vrai que c'est un peu cher, c'est entre 70 euros et 200 euros par mois, donc voilà, c'est un budget que j'ai pas forcément envie de mettre, donc je verrai avec éventuellement des solutions gratuites. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre question, c'est vrai que c'est un peu délicat. Moi, c'est vraiment ce qui me faisait peur quand je faisais du dépannage. Et honnêtement, j'en ai pas démonté beaucoup des portables parce que bah voilà, je me disais, voilà, c'est le portable du client, c'est fragile, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais néanmoins, j'ai quelques conseils à vous donner. Le premier, c'est de vous rendre sur le site de iFixit. On va essayer d'y aller ensemble, qui va dans un premier temps vous montrer comment démonter votre ordinateur. Parce que si vous voulez, lorsque vous allez démonter votre portable, il y a énormément de portables et donc au final, il y a beaucoup de méthodes pour... il y a beaucoup de façons de démonter l'ordinateur en fonction de celui-ci. Des fois, il vous faudra démonter le clavier en premier pour accéder aux éléments d'en dessous. Des fois, il faudra démonter le panneau en dessous. Ça dépend vraiment des portables. Moi, ce dont je me souviens, c'est que sur les portables MSI, me semble-t-il, on accédait facilement à la ventilation de l'ordinateur. On avait juste à enlever les quelques vis qui étaient derrière et ça permettait d'accéder facilement à l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, la première chose, c'est de vous rendre donc sur le site iFixit et en général, vous allez trouver le mode d'emploi pour démonter votre ordinateur. Donc là, ça peut être un téléphone portable, ça peut être un ordinateur. Il vous suffit seulement de mettre la référence. Alors, j'ai pas de référence de portable là qui me viennent à l'esprit. On va regarder, voilà, par exemple. Donc le MSI GS70. Donc vous pouvez avoir donc ici un tutoriel qui va vous expliquer comment est-ce qu'on le démonte en théorie. Alors ça, ce sont que des questions apparemment. Mais je sais que sur certains modèles, vous avez les guides de réparation. Alors est-ce que c'est ça? Tablette, Mac, téléphone, ordinateur. Peut-être est-ce que c'est dans ce coin-là. Bon bref, vous mettez la référence de votre ordinateur et vous aurez parfois la fiche de démontage. Voilà, il vous explique par exemple pour cet ordinateur-là, Acer Chromebook C270, comment accéder à la carte mère. Donc il vous explique éteindre, dévisser les vis ici, faire ci, faire ça. Donc là c'est assez précis, donc là c'est vraiment bien. Ensuite ce qui est important, donc ça, le site s'appelle iFixit. Et ensuite ce qui est important c'est également d'être bien outillé. Donc quand vous allez commencer à démonter votre portable, moi j'ai pas sous la main, je vais pas pouvoir vous montrer, mais j'avais des petits tournevis qui étaient à la fois aimantés et à la fois de bonne qualité. C'est très important pour pouvoir démonter les vis, les vis cruciformes, derrière un portable sont parfois difficiles à démonter et donc il faut vraiment avoir le tournevis adéquat. Donc vous avez la possibilité donc soit d'acheter une boîte avec 6 tournevis, 3 cruciformes et 3 plats qui vont vous permettre de le démonter et sinon vous pouvez prendre sur iFixit, donc soit sur le site que je vous ai montré, soit directement sur Amazon, iFixit, une trousse de démontage où vous aurez un grand nombre d'outils en fonction de la version que vous achetez. Des fois il y a des spatules en plastique qui vous permettent de décoller en fait le panneau, parce qu'une fois que vous avez enlevé les vis, des fois ça part bien, mais des fois ça part pas bien, ou des fois quand vous devez démonter le clavier de votre ordinateur, il faut faire pression. Donc c'est bien d'avoir ces petits outils qui sont en plastique et qui vont pas abîmer votre ordinateur. Moi j'utilisais une carte de crédit au départ quand j'avais pas les outils, une carte de crédit ou la carte de sécurité sociale, ou voilà, bon, faites attention de ne pas l'abîmer parce que ça peut l'abîmer, mais en tout cas voilà. Et ensuite le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre temps. Ça c'est pas le dernier conseil, mais prenez votre temps surtout pour le faire, et prenez une feuille de papier, vous la divisez en carrés et vous mettez à l'endroit exact où se trouvent les choses. Donc moi je prenais une feuille de papier pour l'arrière, donc toutes les vis que je démontais à l'arrière, je les mettais sur ma feuille de papier à l'endroit exact où elles sont, parce qu'il y en a qui sont de différentes tailles, et quand vous allez le démonter, vous allez vous dire ah bah tout va bien, je saurai où c'était, et quand vous allez devoir remonter, soit 1h30 après, soit le lendemain, vous aurez peut-être oublié à quel endroit ça se produisait. Donc vous pouvez prendre une feuille de papier, vous mettez les vis à l'endroit où elles sont par rapport à l'ordinateur, et vous mettez un petit scotch pour pas qu'elles bougent quand vous allez reposer d'autres vis. Vous faites ça pour le dos, vous faites ça pour la face, et après en général, avec tous les conseils que je viens de vous donner, vous devriez vous en sortir.
prenez votre temps. Parfois il faut forcer, mais il faut faire attention parce que vous allez parfois avoir des vis qui se trouvent sous le clavier. Vous devez d'abord démonter le clavier pour démonter des vis qui vous permettront d'enlever l'arrière. Bref, ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Si vous avez un portable qui est simple, en général, vous démontez l'arrière et une fois que vous avez démonté l'arrière, vous pouvez accéder à la partie de ventilation pour nettoyer justement les poils qui pourraient s'y trouver, la poussière, ce genre de choses. Si vous avez une moquette ou des animaux domestiques, c'est vrai qu'il y a souvent une barrière quand ça fait un petit moment que l'ordinateur portable fonctionne. Il y a une barrière de poussière qui fait que l'ordinateur chauffe, il souffle en permanence et avec les chaleurs d'aujourd'hui, il s'arrête constamment parce qu'il n'y a plus assez de ventilation. Donc en tout cas, voilà, c'est très important, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, que votre portable soit bien ventilé. Voilà Sébastien, j'espère que je vous ai donné une réponse assez complète, j'espère que vous pourrez vous lancer et surtout prenez votre temps et regardez bien sur iFixit ou même sur YouTube ou même sur Google en fonction de votre modèle. Vous mettez démonter plus le nom de votre modèle et vous verrez les différentes choses qui s'offrent à vous. Prenez votre temps, c'est tout ce que je vous conseille. Ne faites pas ça si vous avez un quart d'heure parce que voilà, moi il m'est arrivé une fois pour justement enlever cette poussière d'être obligé de démonter intégralement un portable pour une cliente. Donc il a fallu que je sorte la carte mère carrément du boîtier en ayant enlevé le clavier, en ayant enlevé tout ça. J'avais pris, comme je vous le dis, une feuille pour mettre les vis et ça s'est très bien passé, le démontage et le remontage. Mais ça m'a pris 1h30 pour faire les deux. Cependant, cela dit, la cliente était très contente parce que ça a solutionné son problème et elle avait acheté un portable à 1 700 €. Elle était contente que ça refonctionne plutôt que son portable s'arrête tout le temps. Voilà Sébastien. Allez, je vais continuer. Je me suis un peu attardé sur cette question, mais ça, je pense que c'est important. C'est vrai que, voilà, moi, c'était vraiment ma bête noire de démonter les choses. Faites attention quand vous allez enlever le clavier. Il y a une nappe qui est très fine, donc vous faites les choses avec beaucoup de précautions parce que des fois il va falloir que vous déclipsiez des nappes qui sont très très fines. Moi il m'est arrivé une fois sur un très vieux portable, un client qui avait un portable des années, je ne sais pas quelle année, mais en enlevant son clavier, sa nappe était tellement sèche que voilà, ça a arraché la nappe, donc il a fallu changer le clavier. Voilà. Donc prenez votre temps, soyez attentifs, regardez bien les documentations sur internet ou sur le site iFixit. Voilà. Alex, bonjour Alexandra, bienvenue parmi nous, contente de vous revoir et j'imagine que tous les membres aussi qui sont présents sont également contents de vous revoir. Bonjour Cédric et à toutes et tous, content de vous revoir. Et bien voilà, moi aussi, pour info, sur YouTube en direct, il sera possible de contrôler les internautes autorisés à voir la diffusion. Et la suite est ici. Il faudra choisir l'option privée, ainsi seules les personnes que vous invitez peuvent accéder à l'événement. Vous pouvez partager l'événement dans un domaine, un groupe ou une personne. Merci Alexandra, je regarderai ça. J'avais commencé à regarder là tout à l'heure comment ça se passait et j'ai l'impression qu'on peut faire aussi en sorte que la vidéo ne soit pas répertoriée. Et auquel cas, si elle n'est pas répertoriée, ça veut dire que les internautes ne pourront pas la trouver facilement et que j'aurai juste à l'intégrer au site avec les marqueurs de confidentialité que je peux mettre sur le site. Donc en théorie, ça devrait être pas mal. Cela dit, j'ai regardé et j'ai l'impression qu'il faut un logiciel externe pour que ça puisse fonctionner. Je regarderai plus en détail pour voir comment ça se passe. Mais on va trouver une solution. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que le volume n'est pas très haut. Je vais essayer de l'augmenter un peu. Bon, voilà. En tout cas, merci Alexandra d'avoir regardé. Moi aussi, je vais mener ma petite enquête. On a tout le mois de septembre j'ai tout le mois de septembre pour pouvoir mettre les choses en place. Je tournerai une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe sur le nouveau système, que vous puissiez vous connecter le plus facilement possible. Et je vous enverrai tout ça par mail sur l'adresse que vous avez renseignée comme membre plus. Philibert, bonjour Philibert, bonjour Cédric et à tous. Pour répondre à Sébastien, impossible de dévisser mon Lenovo, ça a l'air compliqué avec un portable. Alors Philibert, il arrive maintenant que certains portables soient livrés avec des vis à tête spéciale. C'est pour ça que je recommandais tout à l'heure le kit iFixit. Je vais essayer de le trouver sur Amazon pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc ce kit iFixit est vraiment spécialisé dans le démontage des portables. Donc à partir de là, Amazon, voilà, iFixit, voilà.
Donc voilà, vous avez plusieurs types de kits. Le premier prix c'est 25 €. Donc ce kit-là embarque déjà un grand nombre d'embouts qui vont en théorie vous permettre de démonter un peu n'importe quel portable. Vous voyez, vous avez un peu toutes les types d'embouts, et ça vous permet, si vous avez rencontré des embouts spéciaux, de démonter votre ordinateur. Donc ça c'est le kit de base qui est surtout composé de tournevis, et vous avez un kit un petit peu plus avancé qui est celui-ci et qui vous permet voilà, vous avez des embouts je ne sais pas si je vais y arriver, voilà. Vous avez des embouts spécifiques en plastique qui vous permettent de démonter l'ordinateur avec une ventouse éventuellement, avec d'autres outils spécifiques. Quoi qu'il en soit, voilà, ce sont les deux kits iFixit qui sont bien. Moi j'ai des tournevis qui sont pas aussi bien que les tournevis iFixit, mais qui sont très bien, ils sont moins nombreux surtout. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une première base d'outils pour commencer à démonter les choses. Donc Philibert, ce que vous pouvez faire si vous avez des difficultés, eh bien, c'est de prendre ce kit, et grâce à ce kit, vous pourrez choisir l'embout qui est vraiment adéquat au vis que vous avez et qui vous permettra donc d'appuyer de façon importante pour pouvoir avoir la force suffisante pour débloquer ces vis. Voilà, une dernière précision que je n'avais pas pensé à vous dire, faites attention si votre ordinateur portable est sous garantie de ne pas casser le sceau de la garantie en démontant le panneau arrière ou même n'importe quel autre panneau. Voilà. Si vous êtes encore sous garantie, allez voir la personne qui vous l'a acheté et voyez avec elle. Merci Philibert. Mario, le son est bon, parfait. Eh bien c'est super. Michel, bonjour Cédric, bonjour Michel et bienvenue parmi nous. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Si vous arrivez que maintenant, rassurez-vous, je suis en train d'enregistrer, donc il y aura la retransmission qui sera disponible. D'ailleurs, à ce propos, la retransmission du Demande à Cédric numéro 13 a été réalisée, donc vous pouvez la retrouver directement dans votre espace membre dans Demande à Cédric numéro 13. Et là, la retranscription est bientôt terminée, donc elle devrait être intégrée sous peu, et je vais continuer avec les éléments. Mickey, bonjour Cédric, j'ai un nouveau PC Windows 10, je voudrais vider mon ancien PC Windows 7 pour le donner, mais plusieurs comptes sont synchronisés entre ces deux PC, tels que Gmail, YouTube, Skype, etc. Comment procéder ? Alors Mickey, c'est un petit peu compliqué de vous indiquer comment procéder là. Je suis en train de réfléchir à la meilleure solution. Bon, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que voilà, si vous avez un compte Gmail et que vous l'avez mis sur votre nouvel ordinateur, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous déconnecter de l'ancien compte. Le mieux, si vous devez le donner à quelqu'un, tout dépend si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le mieux, ce serait, si c'est un ordinateur portable, de faire une restauration d'usine. Donc pour qu'il revienne aux paramètres d'usine et que tous vos anciens paramètres soient effacés, que ce soit vos documents, vos images, faites attention de bien les avoir transférés par l'intermédiaire d'une clé USB ou les avoir gravés sur CD, le mieux étant la clé USB parce que c'est quand même beaucoup plus simple, ou le disque externe. Le disque externe et la clé USB étant un petit peu la même chose, à capacité différente. Donc voilà, assurez-vous bien de tout avoir récupéré sur votre Windows 10, et une fois que c'est le cas, eh bien, si vous avez un ordinateur portable, ce serait bien que vous puissiez faire une restauration d'usine si c'est possible. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger l'ISO de Windows 7 et réinstaller un Windows 7 de base. Donc pour ce faire, comment vous indiquer le plus simple ? Le mieux, c'est que vous faites comme pour Windows 10, vous vous rendez sur la formation Windows 10. Je vais essayer de vous montrer. Comment je vais vous montrer comme ça, partager. Donc vous vous rendez sur la formation Windows 10. Évidemment, vous vous connectez avant de vous rendre vous vous rendez dans votre espace membre, ensuite vous choisissez connexion comme connexion membre plus, je pense que vous êtes familiarisé avec ça. Vous allez dans la formation Windows 10. Lorsque vous êtes dans la formation Windows 10, il y a une vidéo qui s'appelle Installer Windows 10 de zéro, voilà. Et à partir de là, vous allez avoir la possibilité de faire un petit peu la même chose avec Windows 7. Donc, vous téléchargez l'ISO, il me semble qu'il y a un outil, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Windows Media Tool.
Windows 7. Voilà, donc vous tapez Windows Media Tool, Windows 7 dans Google. Vous allez arriver sur cette page qui est Windows USB DVD machin. À partir de là, vous allez pouvoir donc télécharger l'outil. Au préalable, il faut que vous puissiez télécharger l'ISO de la version qui était pour votre ordinateur. Donc en général, c'est des Windows 7 familiales. C'est rarement des Pro ou des Ultimate. Et à partir du moment où vous aurez récupéré l'ISO, vous téléchargez cet outil et vous aurez la possibilité. Alors pour télécharger l'ISO, c'est pareil. Vous vous rendez sur Google. Vous tapez ISO Windows 7. Voilà, vous vous assurez bien que le site c'est Microsoft FR, etc. Vous cliquez sur Windows 7 ici, et là, il va vous dire entrez la clé de votre produit. Donc vous allez entrer votre clé qui se trouve au dos de votre portable ou au dos de votre ordinateur pour pouvoir saisir la clé, et à partir de là, vous choisissez vérifier et il vous permettra de télécharger l'ISO qui correspond à votre version de Windows. Une fois que vous avez l'ISO, et le petit utilitaire pour faire ça, ça va vous créer soit une clé USB bootable, soit un DVD bootable, pardon. Et à partir de là, vous reprenez les étapes de installer Windows 10 de zéro et vous installerez Windows 7, enfin une version propre, directement sur votre ancien ordinateur. Et là, toutes les données auront été effacées. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais quand on l'a déjà fait une fois, c'est pas trop compliqué, mais la première fois, ouais, c'est un petit peu plus compliqué que d'aller, je sais pas moi, faire une recherche sur Google. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que c'est un bon exercice, à la fois pour pratiquer, et puis en même temps, comme c'est un ordinateur dont vous n'avez plus besoin et où vous avez transféré déjà vos données, eh bien, il n'y aura pas de souci, vous pourrez vous entraîner à refaire des installations. Et si vous rencontrez des difficultés, eh bien, vous pouvez soit demander un complément dans les demandes asériques qui vont continuer donc là jusqu'au 7e jour du mois, et sinon, eh bien, il y a le forum pour avoir plus de précision. En tout cas, les étapes, c'est vous téléchargez l'ISO de Windows 7, vous téléchargez l'outil qui permet de créer un DVD bootable ou une clé USB bootable, vous l'exécutez, ça vous crée un DVD ou une clé USB, vous démarrez sur ce périphérique et il va vous demander l'installation de Windows. Vous suivez la procédure et vous aurez réinstallé Windows 7. Ensuite, la personne qui va récupérer l'ordinateur, soit elle est un petit peu plus au fait que vous, et auquel cas elle installera les pilotes et tout ce qui va bien, ou alors eh bien, vous pouvez éventuellement le faire si vous souhaitez que ce soit un vrai cadeau et que voilà, si la personne est un petit peu moins aguerrie que vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez regarder les vidéos pour mettre à jour les pilotes que j'ai sur le site, donc soit dans les vidéos outils, soit dans les vidéos gratuites. Voilà Mickey, j'espère que cela répond à votre question. Louis-Paul, bonjour Louis-Paul, bienvenue parmi nous. Encore merci, je pense pas que vous étiez là hier, encore merci pour le travail colossal que vous avez réalisé sur l'indexation de toutes les formations des demandes à Cédric, des demandes à Cédric quotidien et de toutes les autres formations. Je vais les mettre à disposition ainsi que l'outil qu'a réalisé Alexandra. Vous l'avez fait au format Excel, Alexandra l'a fait au format PDF en reprenant un certain nombre de choses et en modifiant certaines choses également. Donc merci à vous deux, merci Alexandra, merci Louis-Paul. Je vais mettre ça à disposition de tout le monde pour que les gens puissent rechercher l'information un peu plus facilement. Et moi, hier, j'ai parlé d'un outil que j'avais commencé à mettre en place. Vous pourrez soit regarder la retransmission si vous n'étiez pas là, et sinon j'en reparlerai soit dans les prochaines demandes à Cédric, soit je mettrai directement quand ça aura avancé un petit peu plus. Voilà. En tout cas, bonjour Louis-Paul et bienvenue parmi nous. Alors, Marc, bonjour Cédric, toutes et tous, pour moi tout est parfait, vidéo et son, parfait. Ben, écoutez, espérons que ça va durer jusqu'à la fin des demandes à Cédric de septembre. Hier, la vidéo ne fonctionnait pas, aujourd'hui elle fonctionne, je n'ai rien changé à part mettre une autre caméra en me disant que celle-là ne fonctionnerait pas, il l'a détecté, tout a fonctionné, très étrange. C'est l'informatique, ne vous formalisez pas, ne vous inquiétez pas, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, et on n'a pas toujours une explication. Alors,
Ah, Ariane, rebonjour, mais ce n'est pas moi qui ai posé la question, contente de vous voir. D'accord, Ariane, donc si c'est quelqu'un d'autre, je regarderai dans la retransmission d'hier pour voir qui avait posé la question et j'espère que la personne avait indiqué les coordonnées de son matériel. Bonjour Cédric, bonjour Yves. Votre nouveau PC avec le commutateur Oxio fonctionne-t-il? En êtes-vous satisfait? Merci pour votre réponse. Alors Yves, le nouveau PC avec le commutateur fonctionne. Je suis satisfait, oui, parce que pour l'instant il répond bien à mes besoins, c'est-à-dire que donc pour les personnes qui n'étaient pas là et qui ne savent pas de quoi il s'agit, lorsque j'ai monté mon nouvel ordinateur, avant j'avais 3 ordinateurs et en fait maintenant je n'en ai plus qu'un, j'ai tout regroupé au sein du même ordinateur avec un petit, comme si vous aviez un interrupteur et donc je choisis quel disque dur je souhaite allumer. Donc concrètement, si je veux travailler, j'appuie sur l'interrupteur numéro 1. Si je veux jouer, j'appuie sur l'interrupteur numéro 2 en enlevant l'interrupteur numéro 1. Et si je veux faire des vidéos de formation, je désenclenche les interrupteurs 1 et 2 et j'appuie sur l'interrupteur numéro 3. Et en fait, il va démarrer sur tel ou tel disque dur. Voilà ce à quoi Yves fait allusion. Donc ça fonctionne très bien. J'ai juste un petit souci, il me semble que j'avais déjà ce souci avant et je ne sais pas si ça vient de ma carte mère ou de ma carte graphique ou de ce système que j'ai installé et lorsque j'allume mon ordinateur, il reste figé sur le BIOS et il faut que je l'éteigne et que je le rallume et au bout de la deuxième fois, ça fonctionne. Donc je pense pas que ça vienne du commutateur parce qu'il me semble que j'avais déjà ce problème avant. Donc soit ça vient de ma carte graphique, soit ça vient de ma carte mère. C'est un problème qui est assez pénible, que j'ai pas encore, je me suis pas vraiment penché dessus. Mais sinon, non, le commutateur fonctionne très bien et c'est surtout, il répond parfaitement à mes besoins. Est-ce que je suis satisfait d'avoir scindé les choses? Oui et non. Oui, parce que mon SSD où il y avait les jeux a planté, donc je ne pouvais plus du tout accéder, je n'ai pas pu le réparer, il a fallu que je fasse une réinstallation et j'étais content de ne faire qu'une réinstallation de mes jeux et de pas avoir à réinstaller tout mon environnement de travail. Donc vous me direz, j'aurais dû faire un ghost et pouvoir redescendre cette image, ce ghost, mais j'avais pas eu le temps de le faire et donc il a fallu que je réinstalle. Donc oui, j'en suis content et le seul bémol, c'est que c'est vrai que quand je veux passer de travail à jeu, il faut que j'éteigne complètement l'ordinateur, que j'appuie sur les boutons et que je relance l'ordinateur. C'est ce que je souhaitais quand même pour justement distinguer les deux. Une fois que j'ai fini de travailler, je passe au jeu et vice versa. Je ne suis pas tenté de jouer pendant que je travaille. Donc globalement, je suis content et je suis d'autant plus content que comme Windows fait l'activation à partir de la carte mère, eh bien ça veut dire que là j'ai 3 systèmes d'exploitation avec un seul Windows. J'avais 3 licences mais je n'en ai pas eu besoin puisqu'il a détecté que c'était la même carte mère et il a activé mes 3 systèmes. Donc mon système de travail est activé avec la même licence Windows 10 que mon PC de jeu, que mon PC de formation. J'avais les licences pour le faire, mais ça n'a pas été nécessaire, puisque c'est la même carte mère. Donc pour ça, j'en suis assez satisfait. Voilà, Yves, j'espère que vous avez votre réponse. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de court-circuit. Il fait bien chaud ici, je peux vous le dire. Et ça fonctionne correctement depuis, ça va faire un mois, peut-être 2 mois, peut-être 2 mois et demi, que je l'ai installé et ça fonctionne très bien pour l'instant. Voilà. Alors, Louis-Paul, la vidéo et le son fonctionnent parfaitement. Formidable. Tania. Bonjour Tania. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Contente de vous retrouver. L'image est beaucoup plus nette qu'avant. Les vacances. Encore merci à Alexandra pour tous ses conseils. Amicalement Tania. Oui, tout à fait. Alors, 2 points. Oui, l'image est plus nette. Pourquoi? Parce que la caméra que j'utilise est de très bonne qualité. C'est une des caméras de chez Logitech qui est, on va dire, les mieux du marché. Ça vaut 120 €. Et la caméra que j'utilisais avant les vacances, c'est une Logitech C270 qui est de moins bonne qualité. Elle vaut 30 €, 4 fois moins cher. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a une meilleure qualité d'image avec celle-ci. C'est une Logitech C930E, je crois, avec un grand angle. Donc l'angle de vision est beaucoup plus large qu'avec la C270 ou avec une autre caméra. Et comme elle est Full HD, donc c'est vrai que la qualité est bien meilleure.
Évidemment, merci également à Alexandra pour tout, voilà, sur le forum, toutes les réponses aux questions. J'y suis passé, je sais plus, le 31 août, j'ai pas eu le temps d'y aller là entre hier et aujourd'hui parce que ça a été un peu le feu de tout réorganiser, de tout remettre en place. Moi, j'avoue que une petite coupure de 2 mois de production, ça a été un peu dur de me remettre dedans, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup à Alexandra d'avoir assuré le relais pendant ces vacances où j'étais beaucoup moins présent. Et puis évidemment pour tous les conseils qu'elle prodigue au quotidien sur le forum. Merci beaucoup Alexandra, vraiment. Alors, Mario, rebonjour Cédric, à quelle fréquence conseillez-vous de faire un nettoyage interne poussière pour un ordi fixe? Alors, Mario, c'est une bonne question. Ça va vraiment dépendre de l'endroit où l'ordinateur se trouve et de votre environnement. Si vous êtes dans un environnement qui est plutôt poussiéreux, moi par exemple ici, il y a eu beaucoup de travaux dans les parages et donc il y a eu beaucoup de poussière due à du ponçage de plaques au plâtre, à ce genre de choses. La poussière, elle s'installe vraiment souvent. Presque il aurait fallu que je le souffle une fois par semaine parce qu'il y avait des travaux. Après, si votre ordinateur est dans un environnement de ville, si vous n'avez pas d'animaux domestiques ou de moquettes ou ce genre de choses, et que votre ordinateur est un petit peu surélevé du sol, en général, la poussière a moins tendance à s'installer dans l'ordinateur. Mais le plus simple, c'est de regarder, vous ouvrez la façade sur le côté, sans forcément débrancher tous les fils, vous regardez si ça nécessite un nettoyage, et puis en fonction, vous trouverez la fréquence qui est la plus adéquate pour le nettoyer. C'est vrai que l'ordinateur déteste la poussière, et que quand il y a des soucis, il faut mieux commencer par ça, par le nettoyer, etc. Moi, c'est vrai que j'ai été un peu négligent parce qu'à la fois, j'avais beaucoup de choses à faire et puis à la fois, c'était compliqué de démonter mon ancien ordinateur parce qu'il était très lourd, il était très encombrant. Même là, là, il est surélevé, il est dans un placard avec une porte fermée. Donc voilà, ça réduit la source de poussière, mais je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Et je n'avais pas forcément de quoi nettoyer. C'est vrai que l'aspirateur c'est bien, mais c'est mieux d'avoir soit une bombe à air, soit un compresseur. J'ai acheté un compresseur sur Amazon, un petit compresseur portable qui se branche directement électriquement et là qui souffle en permanence de l'air. Bon, c'est très très bruyant, mais en tout cas c'est plus efficace qu'une bombe parce que la bombe a tendance à se vider rapidement. Là, ce compresseur là, vous le branchez, ça fait beaucoup de bruit, mais ça souffle en permanence et vous pouvez nettoyer votre PC de façon plus efficace. Donc voilà, la fréquence est un petit peu difficile de vous dire, ça dépend vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre environnement. Si vous avez des animaux domestiques, les poils, ça a plus tendance à rentrer, le flux d'air en fonction du flux d'air, etc. Donc c'est un petit peu à vous de regarder. C'est bien, je vais dire, de le faire au moins une fois tous les 6 mois au minimum pour voir. C'est vrai qu'on assiste à des choses. Moi, quand j'étais dépanneur informatique, je bossais avec un magasin informatique qui s'appelait Le Comptoir Informatique sur Albi, qui sont super d'ailleurs au passage. Si vous habitez Albi, n'hésitez pas à aller les voir. Et parfois, quand on ouvrait les ordinateurs portables des clients, on se disait que ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas été ouverts. Il y avait des toiles d'araignées, des criquets, on a vu des choses incroyables. Donc voilà, n'hésitez pas, vous regardez une fois de temps en temps, vous n'avez pas forcément à débrancher tous les câbles, vous éteignez bien l'ordinateur, éventuellement vous coupez l'alimentation électrique, vous ouvrez le panneau latéral et vous regardez un petit peu où en est la poussière. S'il y a beaucoup de poussière, c'est vrai que c'est bien de le faire. S'il y a vraiment beaucoup de poussière, vous commencez avec l'aspirateur en faisant attention aux composants, en faisant attention de vous décharger de l'électricité statique quand vous allez commencer à aspirer, et vous n'approchez pas trop l'aspirateur des composants pour enlever le gros de la poussière, et après avec un pulvérisateur donc d'air comprimé, soit une bombe, soit directement avec un compresseur. Voilà, vous pouvez nettoyer de façon plus efficace. Voilà Mario, j'espère avoir répondu correctement à votre question. Denis. Alors, bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Juste pour info, je n'arrive pas à intervertir les icônes système, celles du centre de notification de l'horloge. Je suis sur 1607. Celles de ton PC sont inversées. Alors, bonjour Cédric, bonjour Denis, bienvenue. Je n'arrive pas à intervertir les icônes système, celles du centre de notification. Alors, système et centre de notification. Je vais partager mon écran. Système et centre de notification. À quel endroit ça se passe ?
Alors Denis, je vois pas système et centre de notification. Est-ce que le centre de notification c'est ça et le système c'est ça? Est-ce que dans les propriétés de la barre des tâches, il y a possibilité de modifier? Je ne crois pas, je n'ai jamais vu ça. Navigation, barre d'outils, barre des tâches. Alors est-ce que c'est avec une version différente de Windows? Alors si je fais un clic droit sur la zone de notification, est-ce qu'on a quelque chose? Pas vraiment plus. Alors Denis, si vous pouvez juste préciser, est-ce que c'est ça la barre de notification ou l'icône système? Parce que je vois pas bien ce que vous voulez dire. 16.07, la version, je sais même plus comment on regarde la version de Windows. Est-ce qu'en faisant Windows Post, j'ai ma version de Windows? Pas forcément. Bon, il faudra que je regarde. Non, bah ça doit être dans Windows Update. On regardera ça. Si vous pouvez me préciser de ce que vous voulez dire, Denis, la zone de notification et les choses système à suivre. Sébastien, je me souviens que votre caméra avait lâché dans un demande à Cédric quotidien du mois de mai. Mais avez-vous réussi à la remettre en marche ou l'avez-vous changée? Eh bien, Sébastien, croyez-le ou non, j'ai bataillé pour la faire refonctionner. Je l'ai essayé sur un autre ordinateur, sur des autres ports USB, voilà. Elle n'a pas voulu refonctionner. Et je l'ai laissé se reposer dans un petit carton en lui disant bon bah tu vas finir à la poubelle. Je ne sais pas si c'est ça qui lui a fait peur, mais en tout cas je l'ai rebranché sur mon nouvel ordinateur. Une fois que j'avais tout remis, je l'ai branché et elle a fonctionné. Alors ne me demandez pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour des pilotes qui s'est faite puisque j'ai changé de version de Windows et que du coup elle s'est mise à refonctionner? Je n'en sais rien. Je sais ce que j'ai fait, mais je ne sais pas si c'est ça qui a corrigé le problème. Sur ma caméra, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les caméras, c'est la première fois que je voyais ça, mais voilà, c'est possible que ce soit le cas. Sur ma caméra, il y avait un firmware, un peu comme le BIOS, il y avait une mise à jour du logiciel interne de la caméra, pas du logiciel pour Windows, mais du logiciel interne à la caméra. J'ai regardé sur le site de Logitech, j'ai regardé s'il y avait des nouveaux pilotes, et c'est à cet endroit que j'ai vu qu'il y avait un firmware, donc une version de logiciel pour ma caméra. J'ai mis ma caméra à jour et ça a refonctionné. Honnêtement, je ne sais pas quelle est la combinaison voilà, c'est sûrement plus la mise à jour du firmware que le fait que je lui dise qu'elle aille à la poubelle qui l'a fait refonctionner, évidemment. Mais voilà, elle s'est mise à refonctionner, donc je me suis dit, on verra bien jusqu'à quand ça dure, parce que bon, j'aurais racheté une caméra un petit peu équivalente, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de dépenser 120 €, surtout que je les avais dépensés une première fois. Voilà, ça a sûrement été l'élément déclencheur, cette mise à jour du firmware de ma caméra. Et du coup, elle s'est remise à fonctionner, sauf hier, allez comprendre pourquoi, alors qu'elle fonctionnait très bien avec Skype, je l'ai testé avant, et là, elle se remet à fonctionner aujourd'hui. Donc, est-ce que la caméra est un petit peu instable? Est-ce que Google Hangout a du mal à la détecter de temps en temps? Est-ce qu'elle était utilisée par une autre application et du coup Google Hangout avait du mal à la prendre en charge parce qu'elle était prise par... alors que là, mon Skype fonctionne, je suis en train de regarder ça sur mon écran. Je vais le quitter d'ailleurs pour pas qu'on ait de soucis. Voilà, je n'en sais rien. En tout cas, elle refonctionne et j'en suis plutôt content. Donc je n'ai pas eu à la changer. Juste cette petite mise à jour qui a fait que ça a refonctionné. Voilà Sébastien. Tania, rebonjour. Peut-on nettoyer son ordinateur avec un sèche-cheveux qui souffle de l'air chaud? Merci Tania. Alors le principe, c'est une bonne question. J'ai jamais essayé. Alors vous avez certains sèche-cheveux qui vous permettent de régler la température parce qu'envoyer de l'air chaud sur les composants, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout qu'un sèche-cheveux ça a tendance à chauffer assez rapidement. J'ai jamais essayé, je saurais pas vous dire. Le mieux, si vous n'avez pas de choses pour souffler, c'est l'aspirateur. Vous faites très attention de ne pas abîmer les composants. Comme je vous l'explique dans la formation Mon PC toujours au top. Là, il y a comment nettoyer un ordinateur fixe et comment nettoyer un ordinateur portable. Donc, voilà, je vous déconseille d'utiliser le sèche-cheveux, sauf si vous avez éventuellement quelque chose qui permet de souffler de l'air froid. Sur certains sèche-cheveux, je sais que c'est possible. Ça dépend vraiment de votre sèche-cheveux.
Moi, j'éviterais de le faire, en tout cas surtout s'il souffle de l'air chaud. Et puis vous risquez de manquer d'énergie, quoi. Pourquoi qu'il y a peut-être certains sèche-cheveux qui soufflent assez fort. En tout cas, vous pouvez essayer, mais faites attention lorsque vous allez le faire, et surtout si c'est chaud, évitez quand même de le faire, parce que ça peut vraiment vite devenir chaud. Je vous avoue que c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, c'est plutôt une bonne idée. Je sais pas de contre-indication à part celle de l'air chaud. Voilà, je me dirais. Mais vraiment, c'est juste au feeling. Alors, Mario, Cédric, est-il vrai qu'il est dangereux d'utiliser une bouteille d'air comprimé pour la puissance, la température et la proximité de les vis à vos pièces? Est-il dangereux d'utiliser une bouteille d'air comprimé pour la puissance, la température et la proximité des vis de vos pièces? Alors je ne sais pas quelle est la dernière partie de votre question, Mario. Les bombes à air comprimé, ça propulse pas vraiment de l'air à forte vitesse. Donc ça, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés. Et d'ailleurs, parfois, c'est vraiment un peu pénible parce que justement, ça n'a pas assez d'énergie. Alors attention, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle bouteille. Hein. Il faut que ce soit, enfin n'importe quel composant. Il faut que ce soit des choses qui soient spécifiques pour l'ordinateur. C'est-à-dire une bombe d'air comprimé qui souffle, et faites attention que ce ne soit pas un produit ou ce genre de choses. Il faut vraiment que ce soit de l'air sec qui sorte de la bombe. Ne l'utilisez pas dans différentes positions, tenez-la toujours bien droite, parce que si vous la mettez à l'envers, le fait qu'elle soit à l'envers va sortir un jet très froid et qui peut parfois, on va pas aller dire jusqu'à endommager les composants, mais c'est fait pour être tenu dans le bon sens, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Après, en termes de puissance, comme je vous disais, c'est parfois vraiment trop peu puissant, même pour décoller certaines choses. C'est un peu pénible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si toutefois vous devez nettoyer, pensez, comme je vous l'indique dans la formation Mon PC toujours au top, à bien bloquer les ventilateurs. Parce que autant ça ne va pas générer beaucoup d'air, enfin un flux d'air très important, et donc c'est totalement gérable par l'ordinateur. Autant les ventilateurs, lorsque vous allez envoyer l'air comprimé, vont se mettre à tourner beaucoup plus vite qu'ils ne sont faits pour ils ne sont pas faits pour tourner à des vitesses aussi rapides que l'air comprimé va envoyer. Et là, vous risquez de les endommager. Donc, ils risquent de faire plus de bruit, voire de ne plus fonctionner. Donc, surtout, lorsque vous allez nettoyer votre ordinateur, que ce soit avec l'aspirateur, que ce soit que vous souffliez ou que vous aspiriez, dans les deux cas, il faut bloquer les ventilateurs lorsque vous passez à proximité de ceux-ci pour pas qu'ils se mettent à tourner très rapidement. C'est assez rigolo à voir, mais une fois que vous l'aurez fait une fois ou deux, ça peut casser le ventilateur en question. Donc, comme je l'indique dans l'information Mon PC toujours au top, une fois que vous avez fini le nettoyage, vous rallumez votre ordinateur avant de refermer le panneau pour vous assurer que tous les ventilateurs tournent correctement. Voilà, après, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par rapport vis à les pièces. Est-ce que vous avez démonté? Oui, il faut faire attention, parce que si par exemple c'est un ordinateur portable, si vous démontez le panneau arrière, que vous mettez ça à côté et qu'après vous mettez un coup de bombe compressé, les vis qui étaient bien rangées, elles peuvent partir. C'est pour ça que je vous conseillais le petit morceau de scotch qui vous permet de garder ça. Je ne sais pas si c'est ce que Mario voulait dire, mais en tout cas c'est aussi un truc et astuce à ne pas oublier. Parce que ça m'est déjà arrivé on est en train de souffler et les vis qui étaient autour bien rangées, elles se retrouvent par terre. Donc là, après, ça devient un peu plus long à remonter. Alors, Mickey, en complément à ma question, je connais la personne, je veux juste supprimer mes comptes personnels, Gmail, Facebook, YouTube, etc., sans que ça les efface de mon deuxième PC. Windows 10 qui est synchronisé avec celui-ci. Donc ne vous inquiétez pas, Mickey, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez donc faire ce que je vous ai indiqué. Là, vos comptes Gmail, Facebook, YouTube, ce sont des comptes où les choses sont sauvegardées sur les serveurs des fournisseurs, YouTube, Facebook, Google, etc. Donc, le fait de formater votre premier PC n'effacera pas les données qui sont stockées sur Internet. Elles sont synchronisées avec votre second compte.
Mais vous pourriez ne pas avoir d'ordinateur du tout et venir chez moi et vous connecter sur votre compte YouTube, sur votre compte Google, sur votre compte Facebook et retrouver toutes vos informations. C'est vraiment pas lié à l'ordinateur sur lequel vous êtes. Toutes les informations sont stockées sur les serveurs de ces groupes et c'est quand vous vous connectez sur votre ordinateur et bien que vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et à ce moment-là, il synchronise les informations et la plupart du temps, c'est qu'il va les chercher sur le serveur en temps réel. C'est pour ça que vous ne pouvez pas accéder à vos mails si vous utilisez le webmail de Gmail par exemple et que vous n'avez pas de connexion internet. Donc tout ça c'est stocké en externe et c'est ça qui est bien aussi parce que ça veut dire que quand on change de PC, on n'a pas besoin de faire des sauvegardes spécifiques de ces mails si vous êtes sur Gmail, de ces choses sur Facebook quand vous êtes sur Facebook, etc. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Malgré tout, je connais la personne. Voilà, si vous connaissez la personne, le mieux même pour elle, pour que ce soit plus sain, c'est que vous fassiez ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire réinstaller un Windows 7 propre, et bien pour que cette personne reparte avec un ordinateur qui soit propre, plutôt qu'elle ait les choses que vous avez fait, que ce soit votre historique, parce que ce sera toujours difficile d'effacer l'intégralité des traces que l'on a fait. Donc le mieux, une réinstallation, et elle repartira sur des bases saines. Voilà, Mickey, j'espère que mon complément de réponse vous aura satisfait. Mario, merci pour votre réponse. Avec plaisir, Mario. J'espère que ça vous suffit. Alors, je pense que Denis parle de ceci. Alors, je vais essayer de faire un copier-coller. Copier-coller. Je vais le coller ici. Je vais regarder et je vous le partagerai si c'est partageable. Je vais d'abord regarder à quoi ça ressemble. Alors, c'est partageable. Voilà. Alors, donc ici, ces notifications sont avant ça. Oui, en effet, c'est assez étrange. Et donc, il est sur la 16.07. Comment est-ce qu'on connaît la version de Windows? Je vais regarder vite fait. Parce que voilà. Comment connaître... Je vais y arriver. Connaître sa version de Windows 10. Voilà. Alors, paramètres, système, information système. Alors, paramètres. Alors, système, information système. Alors, il est sur la 16.07, Denis. Alors, est-ce que moi je suis sur la 15.11, comme on peut voir ici. Est-ce que, avec les versions qui ont changé, est-ce que du coup ils ont mis ça à l'envers? Je sais pas. On va regarder. Je vais regarder vite fait sur un Google Images, savoir si. Alors, interface Windows 10. Voilà, on va regarder des images et on va mettre 16.07. Alors, est-ce que par exemple sur cette image-là, donc là les notifications sont... Alors, est-ce que c'est la 16.07 qui va avoir ici? Alors, c'est Windows Defender, c'est compliqué de le savoir. Ah, intéressant. Sur cette version-là, alors je ne sais pas si c'est la 16.07 qu'il a, mais vous voyez, l'heure et les notifications sont inversées. Donc, Denis, peut-être qu'avec l'arrivée de la 16.07, ils ont interverti les deux, peut-être pour qu'on voit mieux les notifications et que voilà, on soit plus tenté. Donc, je suppose que là, il est en version 16.07. Oui, parce que le menu démarrer a changé, vous voyez ici. Donc c'est pas impossible que ce soit une des nouveautés de la version 16.07. Je regarderai parce que sur mon PC de jeu, c'est passé en 16.07, je l'ai vu parce que j'ai vu le nouveau menu. Donc je regarderai et je vous dirai. Moi je suis encore à la 15 je sais plus combien, je vous ai dit 15.11. Donc voilà, je suis encore à la 15.11, c'est encore dans ce sens-là. Donc est-ce que ça vient de la version? Je pourrais éventuellement vous le dire demain si je passe en mode jeu d'ici à demain, ce qui n'est pas 100% sûr. Mais je passerai peut-être regarder pour voir. Merci beaucoup Sébastien pour cette précision, que je n'étais pas 100% sûr de voir si c'était ça. Donc en tout cas, c'est super. Denis, voilà. Si d'autres personnes ont la version 16.07, n'hésitez pas à nous dire voilà, si comme c'était sur la capture d'écran. Donc pour voir la version que vous avez de Windows, vous cliquez sur le menu démarrer, vous allez sur paramètres, ensuite vous choisissez ici système,
Ensuite, vous choisissez Information système et là, vous avez votre version. Donc, si vous avez la version 16.07 et que vos icônes sont dans ce sens-là, c'est-à-dire l'heure puis les notifications, ou alors, si c'est comme moi, les notifications puis l'heure, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire, voilà, pour qu'on puisse apporter un complément d'information à Denis. Voilà. Allez. Merci en tout cas, Sébastien, pour la transition. Mickey, merci Cédric pour votre réponse qui est claire. Parfait. Mickey, je suis content et j'espère que vous aurez la possibilité de faire ce que je vous ai indiqué pour la bonne et simple raison que ça vous fera un bon exercice et que au pire, c'est un ordinateur que vous n'allez plus forcément utiliser. Donc là, ça vous fera un bon exercice de réinstallation d'un système. Vous verrez comment ça se passe avec Windows 7 et Windows 10, c'est très similaire. Et ça vous permettra de réinstaller les pilotes et de voir un peu tout ce processus sans avoir la hantise de tout casser et de ne plus pouvoir utiliser votre ordinateur. Voilà, Mickey. Alors, Tania, merci pour votre réponse au sujet du sèche-cheveux, mais j'avais bien écrit air froid et non air chaud. Ah d'accord Tania, j'avais pas fait attention, désolé. Donc l'air froid, vous pouvez essayer, je sais pas si vous avez plusieurs puissances et voir si ça suffit. Parce que c'est vrai que l'air comprimé, c'est vraiment des choses où c'est pas un flux continu, il y a des impulsions, il y a quand même beaucoup de pression. Moi, je sais que ce que j'ai acheté sur Internet, même s'il fait beaucoup de bruit, quand je souffle, voilà, les choses ont tendance à partir. Mais si vous faites des nettoyages réguliers, la poussière est beaucoup moins collée que si vous le faites très peu souvent. Donc, ça dépend aussi de ça. Je pense que l'aspirateur et la bombe à air, sont les meilleurs outils pour le faire. Faites attention. Avec l'aspirateur, avec l'électricité statique, pensez à vous décharger en touchant les parties en métal. Et peut-être éventuellement aussi avec le sèche-cheveux, toucher les parties en métal pour être sûr de ne pas générer de l'électricité statique. Mario, Cédric, avez-vous eu le temps d'explorer le logiciel Spicy ? Pas du tout Mario. Spicy, donc c'est un logiciel que nous a recommandé Mario sur le forum qui permet d'avoir des informations sur son ordinateur. J'avais dit que je ferais une vidéo outil dessus. Là, pour l'instant, j'ai juste fait une vidéo outil que j'ai publiée ce matin, me semble-t-il, pour apprendre à payer avec PayPal sans avoir de carte bancaire. Donc, c'est une petite technique que j'ai indiquée dans la vidéo outil. Vous pouvez la regarder. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je sais qu'en tant que membre plus, vous êtes tous inscrits, il n'y a pas de souci, mais pour les gens qui pourraient éventuellement regarder cette retransmission, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec cédric.fr. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Accueil, formation informatique avec cédric.fr. Donc vous arrivez sur l'accueil de mon site. Sinon, vous pouvez directement, à partir de Google, taper formation informatique. Je vais y arriver avec Cédric. Voilà, c'est le premier lien qui sort, formation informatique avec Cédric. Vous arrivez aussi sur l'accueil de mon site. Et à partir de là, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour mettre votre prénom, votre adresse email et de cliquer sur oui, je m'inscris. Et ça vous permettra d'arriver dans votre espace membre. Vous recevrez un mail de ma part, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Et lorsque vous serez dans votre espace membre, vous aurez accès donc à un certain nombre de choses et notamment aux vidéos, à certaines vidéos outils. Parce que si vous êtes membre gratuit, vous n'avez pas accès à toutes les vidéos. Mais en tout cas, vous aurez au moins accès à la dernière, créer un compte PayPal et payer sans carte bancaire. Donc voilà, je vous explique un petit peu pourquoi c'est bien de passer par PayPal. Et voilà, si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pourrez quand même payer avec votre compte PayPal. En revanche, Mario, pour répondre à votre question, non, je n'ai pas encore eu le temps de regarder Spicy. Il faut que je me fasse le calendrier des vidéos, savoir un petit peu ce que je vais faire et quand, parce qu'il faut que j'avance sur les vidéos outils, mais il faut aussi que j'avance sur la formation spéciale débutant, sur les 2 formations qui vont être pour la saison 3, même si on a le temps, là, il reste 40 semaines, donc on va quand même avoir le temps de faire au moins 150 vidéos. Mais voilà, ça sert à rien ne me demandez pas à chaque fois si j'ai eu le temps de le regarder, si j'ai eu le temps de faire la vidéo, parce que voilà, je vais le faire au fur et à mesure. J'ai noté, j'ai un grand nombre de vidéos à faire, il va falloir que je mette un peu les bouchées doubles. Mais rassurez-vous, voilà, je vous avais déjà apporté votre soutien aux membres du forum. J'ai l'impression que beaucoup d'entre eux l'ont installé pour voir un petit peu les caractéristiques de leur machine, c'est super. Donc je pense que voilà, ça va être bien. Je ferai une vidéo, c'est pas forcément programmé tout de suite, même si
c'est intéressant, mais voilà, c'est un petit peu spécifique. On n'a pas forcément tout le temps besoin de connaître ça. Mais merci beaucoup pour le logiciel en tout cas. Alors, pour Denis, oui, les icônes ont changé de position. Merci Mario. Denis, voilà, sur la 1607, l'horloge se trouve à gauche et le centre de notification à droite. Merci Mario, merci Alex. Donc Denis, vous avez votre réponse. Moi, je suis sur la 15.11, vous voyez, j'ai pas encore migré. Enfin, Windows n'a pas fait la mise à jour. Je suis pas plus inquiet que ça, tout va bien. Il fera la mise à jour quand il aura décidé de la faire. Mais sur la 15.11, c'est comme ça. Et sur la 16.07, eh bien, ça a été interverti. Ça peut être un petit peu déroutant, mais je pense qu'ils ont fait ça justement pour que le centre de notification en bas à droite soit plus facile d'accès. J'en sais rien. Quelle a été la motivation de ça pour que les gens le voient mieux peut-être et qu'ils aient envie de cliquer dessus. Je n'en sais rien. En tout cas, vous avez votre réponse, Denis. Là, j'ai l'impression que... Ah, Sébastien nous dit « pas chez ». J'imagine qu'il y a une suite qui voulait dire « pas chez moi ». Sébastien, est-ce que vous avez vérifié que vous aviez bien la 1607 ? Eh bien, il sera toujours temps de le faire et de donner l'info éventuellement demain parce qu'on n'est pas loin de 17h. En tout cas, Alex, merci. Mario, merci d'avoir vérifié de votre côté. Une dernière précision de Denis. Ok, merci pour l'info. Sébastien et Cédric. Salut Alex, je souhaitais juste modifier l'emplacement des deux icônes, l'horloge et le centre de notif, mais impossible. Merci Mario de ton retour. Voilà, donc oui, voilà. Donc Sébastien, juste vous avez la 1607 et c'est dans le bon ordre ? Ça pourrait donner une bonne piste à Denis, mais je vois pas à quel moment on pourrait regarder. Éventuellement faire une petite recherche sur Google pour voir s'il y a possibilité d'intervertir l'ordre des icônes. Je sais qu'on peut les modifier. Je vais essayer de partager mon écran. Je sais plus exactement à quel endroit c'est. Sur les icônes système, afficher le bureau, non. Afficher les fenêtres côte à côte, cascade, donc ça doit pas être tout ça. Propriété. Je sais qu'on avait la possibilité... Ah, personnaliser la zone de notification. Ah, bah voilà. Alors, donc dans personnaliser la zone de notification, choisissez vos actions rapides. Donc ça doit pas être ça. Afficher les conseils de Windows. Afficher les notifications de ces applications, donc ça c'est autre chose. Alors, activer ou désactiver les icônes système. Vous pouvez cliquer ici. Et là, est-ce qu'on peut changer l'ordre ? Non, apparemment pas. Alors, ce que vous pouvez essayer de faire peut-être, c'est désactiver le centre de maintenance. Voilà, il a disparu. Et de le réactiver pour voir s'il se met à côté de l'autre. Mais ça m'étonnerait. L'horloge. Bon, vous pourrez éventuellement essayer de jouer avec ça, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse changer l'ordre. Alors moi, comme j'ai la 15.11, est-ce que c'est différent ? Est-ce que sur la 16.07, vous pourrez modifier l'ordre à partir d'ici ? Donc comment j'ai fait ? Clic droit, propriété. Ensuite, je suis arrivé sur cette page. Est-ce que je suis en mode partage ? Oui, c'est bon. Ensuite, j'ai cliqué sur zone de notification personnalisée. Je suis arrivé ici. Et j'ai choisi activer ou désactiver les icônes système. Donc au pire, si vraiment ça vous dérange, vous pourrez peut-être désactiver l'un des deux, soit l'heure, soit les notifications. En tout cas, c'est à cet endroit que ça se passe s'il y a des choses avec lesquelles interagir. Voilà, il est 17h. Alors, c'est intéressant. Sébastien a la 1607 et apparemment, donc ça se passe bien pour lui. Bon. Enfin, ça se passe bien. Disons qu'il est resté donc notification et heure. Mais il faudra essayer de comprendre la raison pour laquelle c'est comme ça. Mais voilà, vous pouvez essayer de regarder à l'endroit où je vous ai indiqué, Denis, et voir si ça fait quelque chose. Merci Sébastien pour les précisions. Merci à toutes et tous d'avoir été présents dans ce Demande Astérix numéro 14, qui était un petit peu moins chaotique que le Demande Astérix numéro 13 d'hier. Hier c'était vraiment la catastrophe, j'avais chaud, plus les problèmes techniques, plus la reprise, c'était très compliqué. Bon, en tout cas là ça s'est mieux passé. Il est 18h, plus de questions, tout a été bouclé, c'est parfait. Donc je vais vous dire à demain. On va juste regarder pour le planning, il me semble que c'est 1 heure de moins, donc ça devrait être de 15 à 16 peut-être demain. On va regarder ça ensemble. Donc je vais me rendre dans les demandes à Cédric. Voilà. Et là donc le calendrier de demain, c'est nous serons le 4e jour, c'est de 15, le 3e jour, donc c'est de 16 à 17 demain.
Et oui, aujourd'hui c'était de 17 à 18. Donc demain de 16 à 18. Enfin en tout cas je le mettrai, je le notifierai ici. Prochain rendez-vous fixé au samedi 3 septembre, donc à 16h. Voilà. Est-ce que j'avais partagé mon écran? Pas du tout. Mais en tout cas vous avez l'heure pour demain. Intégration sur site ou non. Je ne sais pas ce que ça vous dit, Sébastien. On clarifiera tout ça demain. Merci d'avoir été présent sur ce Demande à Cédric numéro 14. Je vous dis donc à demain, samedi 16h, pour un nouveau Demande à Cédric numéro 15. Bonne fin de soirée et à bientôt. À demain. Ciao. Merci.